Ma sœur Dorée m'invite à son dîner pour m'ordonner de laver sa vaisselle parce que je suis une serveuse enceinte, mais j'ai envoyé quelques photos à son mari, et maintenant des choses horribles sont en train de remonter à la surface. Ma sœur Hélène a toujours été l'enfant doré de notre famille, et mes parents n'ont jamais caché ce fait à personne. Étant la plus jeune, elle était considérée comme le bébé miracle de mes parents. Ils avaient essayé pendant de nombreuses années d'avoir un autre enfant après moi, malgré les graves problèmes de santé de ma mère après ma naissance. Ma mère avait eu des complications qui avaient poussé les médecins à leur conseiller de ne plus avoir d'enfants, leur disant en gros d'abandonner tout espoir d'agrandir leur famille. Cependant, 5 ans plus tard, ma mère a défié toutes les probabilités et est tombée enceinte à nouveau. Cette nouvelle fut un véritable miracle pour mon père, qui était ravi à l'idée d'accueillir un autre enfant. Ce statut de bébé miracle a profondément influencé l'éducation de ma sœur et la manière dont mes parents la traitaient. Ils se sont toujours assurés qu'elle est le meilleur de tout, la traitant comme une reine. Chaque étape et réussite de sa vie était célébrée en grande pompe, renforçant ainsi son statut spécial au sein de la famille. Ce favoritisme n'a jamais été subtil, il était affiché et reconnu ouvertement, rendant évident pour tout le monde, y compris pour moi, que ma sœur occupait une place unique dans le cœur de nos parents. Ne vous méprenez pas, mes parents s'occupaient aussi de moi, veillant à ce que j'aie tout ce dont j'avais besoin, mais la façon dont ils me traitaient me faisait souvent me sentir très mal. Par exemple, lors des événements scolaires, si ma sœur et moi avions une activité le même jour, mes parents choisissaient toujours d'assister à la sienne. Ils expliquaient qu'elle était plus jeune et avait davantage besoin d'eux, comme si mes événements et mes besoins étaient moins importants. Il y a d'innombrables photos d'enfance de ma sœur, méticuleusement organisées dans des albums que mes parents chérissent encore aujourd'hui. En revanche, ils n'ont même pas gardé un seul album de moi, affirmant que mes photos avaient été perdues. J'aurais aimé qu'ils en aient conservé au moins quelques-unes, car j'aurais voulu me voir bébé. En grandissant, dès que ma sœur Hélène avait un problème, il était immédiatement pris en charge et résolu, peu importe à quel point il était insignifiant. Mais si je me plaignais ou avais besoin de quelque chose, mon père me rejetait et me traitait de capricieuse. Si j'avais de l'anxiété à l'idée d'essayer de nouvelles choses ou de parler à des inconnus, ma mère me disait que j'étais dramatique et me grondait pour ne pas être plus confiante, comme ma sœur. Et puis il y avait le jeu des reproches. Si ma sœur faisait quelque chose de mal, j'étais aussi tenu pour responsable de ses actes, selon mes parents. En tant que fille aînée, j'étais censé lui avoir appris à mieux se comporter. Peu importait si je n'avais rien à voir avec ses actions, la responsabilité retombait toujours sur moi, simplement à cause de mon ordre de naissance. Hélène n'a jamais arrangé les choses. Elle savait parfaitement comment utiliser son statut d'enfant préféré à son avantage, en l'exploitant souvent pour s'en sortir ou pour imposer sa volonté, même lors de petits désaccords. Elle me forçait souvent à la laisser utiliser mes affaires ou porter mes vêtements sans mon autorisation. Si j'osais protester, elle courait se plaindre à nos parents, me faisant passer pour une égoïste et une personne insensible. Au final, je me faisais gronder pour ne pas partager et j'étais toujours vue comme la méchante de l'histoire. Cependant, le comportement d'Hélène était totalement à sens unique. Elle ne me laissait jamais toucher à ses affaires, étant toujours très possessive avec ses biens, comme un chien qui garde son os. Pendant longtemps, nous avons partagé une chambre, et elle protégeait farouchement son espace et ses objets. Même après que nous ayons eu des chambres séparées, la dynamique n'a pas changé. Elle imposait des limites strictes concernant ses affaires, mais s'attendait toujours à ce que je sois généreuse avec les miennes. La capacité d'Hélène à manipuler les situations à son avantage, combinée au soutien inébranlable de mes parents à son égard, m'a toujours fait me sentir isolé et constamment sous-évalué. Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours en tort, tandis qu'Hélène ne pouvait jamais rien faire de mal à leurs yeux. À cause des actes de ma sœur et de mes parents, je suis tombé dans une profonde dépression. Ma confiance en moi s'est effondrée, et j'ai développé de graves problèmes d'image de soi. À l'adolescence, mon anxiété était écrasante, surtout lorsqu'Hélène me provoquait ou se moquait de moi. La peur constante de la confrontation me mettait à cran, et les crises agressives de mes parents me poussaient souvent au bord des crises de panique. Quand ils s'approchaient trop de moi pendant leur colère, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si j'étouffais. Personne dans ma famille ne semblait remarquer ou se soucier de mes souffrances. Je me sentais comme un animal en cage, piégé dans un cycle de tourments émotionnels et psychologiques, sans personne vers qui me tourner pour obtenir du soutien. En conséquence, mon seul refuge était d'écrire mes pensées dans un journal intime. C'était le seul endroit où je pouvais être totalement honnête sur ce que je traversais. Je gardais toujours mon journal caché sous mon lit pour qu'Hélène ne le trouve pas et ne se moque pas encore plus de mes vulnérabilités. Un jour, mon pire cauchemar est devenu réalité. Hélène, qui avait l'habitude de fouiner dans ma chambre malgré mes supplications répétées de respecter mon espace, a trouvé mon journal pendant mon absence. Quand je suis rentré cet après-midi-là, j'ai trouvé mes parents et Hélène assis dans le salon avec des expressions inhabituellement graves. Voyant leurs visages fermés,
J'ai cru qu'un membre de la famille était décédé et j'ai demandé si tout allait bien. Mon père m'a demandé de m'asseoir pour qu'il puisse me parler. Puis, ma mère a sorti mon journal de derrière elle. Hélène souriait, savourant mon malaise, tandis que ma mère me regardait avec un sérieux inhabituel et me demandait si ce que j'avais écrit reflétait vraiment ce que je pensais. Je sentais une crise d'angoisse monter. Luttant pour répondre, j'ai murmuré que oui, cela reflétait mes pensées, et qu'il n'avait aucun droit de le lire. Mon père a secoué la tête et m'a dit que si ce que j'avais écrit était vrai, alors ils avaient de sérieuses inquiétudes à mon sujet. Déconcerté, je les ai regardés tandis qu'ils continuaient, expliquant qu'après avoir lu mon journal, ils avaient conclu que j'étais une psychopathe qui avait besoin d'aide en raison de la haine que, selon eux, je leur vouais. J'étais complètement choqué. Nulle part dans mon journal je n'avais mentionné de haine envers mes parents ou ma sœur. J'avais simplement consigné ce qu'ils m'avaient fait subir au fil des ans. Et pourtant, les voilà en train de déformer la réalité. Mes parents ont commencé à me reprocher d'écrire des choses aussi sombres et m'ont même qualifié de psychopathe pour avoir tenu un journal intime. Ma mère a ajouté qu'elle et mon père ne m'avaient jamais traité de cette manière et que j'inventais tout cela dans ma tête pour remplir mon journal. Elle a dit que j'avais besoin d'une aide sérieuse avant de blesser quelqu'un. Hélène est même intervenue, affirmant qu'après avoir lu mon journal, elle avait honte de m'appeler sa sœur, car mon comportement était clairement anormal. J'ai essayé de me défendre, insistant sur le fait que je n'avais rien fait de mal et que je n'avais écrit aucune remarque négative à leur sujet. J'ai expliqué que mon journal parlait simplement de ma vie et qu'ils n'avaient pas le droit de me juger sur mes réflexions personnelles. Mais ma famille se moquait de mes explications, ils étaient obsédés par leur propre récit selon lequel quelque chose n'allait pas chez moi. Je me suis senti si exposé et vulnérable devant eux à cet instant. Mes parents m'ont dit que le lendemain, ils m'emmèneraient voir un psychiatre, car j'avais besoin d'une aide sérieuse avant que la situation n'empire. C'était comme s'ils étaient déterminés à inverser les rôles et à faire de moi le problème, plutôt que de reconnaître leur propre responsabilité dans toute cette histoire. Quand j'ai commencé à voir le psychiatre, je me sentais d'abord très mal à l'aise et coupable, comme si j'avais réellement fait quelque chose de mal. J'avais intériorisé l'idée que j'étais le problème dans ma famille, et j'avais honte d'exprimer mes sentiments. Ma psychiatre a compris cela et a utilisé mon journal comme un moyen de créer un lien. Elle lisait certains passages et me posait des questions basées sur ce que j'avais écrit, ce qui m'aidait à me sentir plus à l'aise et à m'ouvrir. Avec le temps, je me suis senti de plus en plus en confiance avec elle et j'ai commencé à partager davantage sur mes expériences et sur la façon dont ma famille m'avait traité toute ma vie. Petit à petit, je lui ai parlé du favoritisme, des reproches constants, de la négligence émotionnelle, ainsi que du sentiment d'isolement et d'inutilité qui me tourmentait depuis des années. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais progressivement, j'ai commencé à réaliser que mes émotions étaient valides et que je n'étais pas le problème que ma famille m'avait fait croire être. Quand ma psychiatre a finalement convoqué mes parents pour une séance et leur a expliqué à quel point il était mal de me traiter comme une enfant inférieure, ils ont été sous le choc. Au début, ils étaient très sur la défensive, refusant d'assumer la moindre responsabilité pour mes ressentis. Ils ont soutenu qu'ils avaient travaillé dur pour subvenir à mes besoins et que je devrais être reconnaissante au lieu de leur reprocher tout ce qui n'allait pas. Cependant, ma psychiatre ne les a pas laissés s'en tirer si facilement. Elle leur a fait remarquer qu'ils avaient fait le choix d'avoir des enfants et de m'amener dans ce monde, donc ils ne pouvaient pas utiliser cela comme excuse pour justifier leur négligence émotionnelle et leur favoritisme. Au cours de la séance, ma psychiatre a détaillé les nombreuses situations que je lui avais confiées, où mes parents m'avaient blessé. Elle a évoqué le favoritisme, les reproches constants, la négligence émotionnelle, ainsi que l'anxiété et la dépression que j'avais subies en conséquence. Elle a méticuleusement présenté les preuves de mon enfance, montrant à quel point leurs actions m'avaient profondément affecté. À la fin de la séance, mes parents sont restés silencieux et semblaient honteux. Ils n'avaient jamais été confrontés aussi directement aux conséquences de leurs actes, surtout avec des termes aussi clairs et venant d'une professionnelle. Je pensais qu'après cette séance, il y aurait un changement positif chez mes parents. Cependant, sur le chemin du retour, mon père m'a dit qu'il ne pouvait plus se permettre de payer mes séances chez la psychiatre, affirmant qu'elle était clairement biaisée en ma faveur. Ma mère a acquiescé, ajoutant que puisque je les accusais de tout, il n'y avait aucune raison de continuer ces séances et de gaspiller de l'argent pour quelque chose qui ne servait à rien. Je me suis senti complètement anéanti et triste. Malgré tout ce qui avait été discuté, ils essayaient encore de rejeter la faute sur moi. C'était comme si la séance avec la psychiatre n'avait jamais eu lieu. Étant encore mineur, je n'avais aucun moyen de les contredire ni de poursuivre la thérapie sans leur permission. Bien que ce sentiment d'impuissance soit écrasant, je me sentais tout de même mieux équipé pour gérer mes émotions après toutes ces séances. La thérapie m'avait donné des outils pour mieux appréhender mes sentiments et une vision plus claire de ma situation. J'ai compris que la seule personne qui pouvait vraiment changer ma vie, c'était moi. J'ai donc décidé de prendre mon destin en main. Cela signifiait me consacrer à mes études. J'ai commencé à travailler plus dur que jamais,
avec l'objectif d'améliorer considérablement mes notes. Mon seul but était d'intégrer une bonne université, une issue à cette situation. J'ai aussi pris la décision de me détacher émotionnellement de ma famille. Chaque fois que j'étais en leur présence, je me déconnectais mentalement, cherchant à préserver ma santé mentale en minimisant mon implication émotionnelle. J'ai aussi arrêté d'écrire dans mon journal, ne voulant plus jamais que quelqu'un d'autre puisse lire mes pensées. Finalement, quand j'ai été accepté dans une université avec une bourse complète, une université que mes parents désapprouvaient car elle était trop éloignée, je n'ai pas tenu compte de leur avis. J'étais déterminé et j'ai pris soin d'emporter tous mes documents importants avec moi au moment de partir. Sans que mes parents ne s'en rendent compte à ce moment-là, c'était la dernière fois qu'ils me verraient avant longtemps. Malgré leur tentative de m'appeler ou de me rendre visite à l'université, j'ai gardé mes distances. Je leur parlais rarement et ne rentrais jamais à la maison pendant les vacances. Chaque fois qu'ils tentaient de me culpabiliser, je mettais immédiatement un mur entre nous, refusant de les laisser me manipuler pour me faire porter la responsabilité de quoi que ce soit. J'ai complètement coupé les ponts avec ma sœur, la traitant comme si elle n'existait pas. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un excellent emploi et je ne me suis jamais retourné. Pendant des années, j'ai continué à traiter mes parents avec la même distance et le même détachement émotionnel qu'ils m'avaient montré. Cependant, tout a changé lorsque j'ai été sur le point d'épouser l'amour de ma vie. Quand mes parents ont appris mon mariage par le biais de cousins et d'autres membres de la famille, ils m'ont contacté. Ils ont été choqués d'apprendre qu'ils n'étaient pas invités. Ils m'ont appelé, à contre-séure, se sont excusés pour tout. Ils ont reconnu leurs erreurs et exprimé des regrets pour leur comportement passé. Ils ont admis que, même s'ils ne pouvaient pas changer le passé, ils voulaient créer de nouveaux souvenirs avec moi maintenant que je fondais ma propre famille. Ils m'ont supplié de leur pardonner et de leur permettre de faire partie de cette nouvelle étape de ma vie. Je ne m'attendais pas à des excuses de leur part, alors j'ai décidé de laisser tomber ma rancune et de les inviter à mon mariage. Ils ont également demandé que ma sœur puisse y assister, mais j'ai catégoriquement refusé, et ils n'ont pas insisté. Mes parents ont passé un merveilleux moment à mon mariage, et avec le recul, je ne regrette pas de les avoir invités. Ils étaient sincèrement heureux pour moi et mon mari, ce qui m'a conforté dans ma décision. Depuis, j'ai fait un effort pour aller dîner chez mes parents de temps en temps et rattraper le temps perdu. Lors de ces visites, je suis parfois obligé d'interagir avec ma sœur. Elle essaie toujours de me provoquer avec des petites remarques méchantes sur mon mariage ou ma famille, mais je veille toujours à la remettre à sa place. Le ressentiment d'Hélène à mon égard n'a fait que croître avec le temps, surtout après avoir appris que j'entretiens une meilleure relation avec ma belle famille qu'elle n'en a avec la famille de son mari. Apparemment, ses beaux-parents la méprisent encore et ne l'ont jamais totalement acceptée. À cause de cela, elle fait souvent des commentaires subtils sur mon mari ou mes beaux-parents, essayant de les rabaisser. Elle utilise ces remarques comme un moyen d'exprimer sa frustration et son insatisfaction vis-à-vis de sa propre vie. Mon mari a remarqué ce comportement à plusieurs reprises et lui a même demandé d'arrêter, mais Hélène continue à faire ces remarques blessantes. Il y a 4 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon mari et moi sommes absolument ravis de cette nouvelle. Puisqu'il gagne 2 fois plus que moi, nous avons décidé ensemble qu'il serait préférable que je quitte temporairement mon emploi pour me concentrer sur ma grossesse. Cette décision a été soutenue par mon mari et mes beaux-parents, qui ont été incroyablement compréhensifs et aidants tout au long du processus. Lorsque ma sœur a découvert que j'avais décidé de quitter mon travail pour rester à la maison pendant ma grossesse, elle a été absolument furieuse. Cela s'expliquait par le fait que son mari ne lui avait jamais permis d'être mère au foyer, car ils dépendaient tous les deux de leurs revenus pour joindre les deux bouts. Contrairement à moi, Hélène n'a jamais eu l'occasion de se détendre ou de faire une pause pendant sa grossesse. Ainsi, à chaque fois que nous nous voyions, elle exprimait son mécontentement envers moi en critiquant ma décision. Elle me traitait de stupide et disait qu'être mère au foyer était humiliant. À plusieurs reprises, j'ai ri de ses remarques et lui ai expliqué que je pouvais reprendre mon travail quand je le voulais, grâce à mon expérience. Cependant, Hélène a essayé de retourner la situation en affirmant que mon mari était en train de me contrôler et que je n'aurais jamais dû abandonner ma carrière. Je trouve cela ironique, car c'est moi qui ai choisi de m'éloigner du travail. Je comprends que ces attaques sont davantage liées à sa propre insatisfaction qu'à une réelle critique de mes choix. C'est pourquoi j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Il y a une semaine, ma sœur m'a appelé pour m'inviter à un dîner qu'elle organisait. Elle prévoyait de réunir toute notre famille ainsi que ses beaux-parents, et elle voulait que mon mari et moi soyons présents. Comme je ne sortais pas beaucoup pendant ma grossesse, j'ai vu ce dîner comme une distraction bienvenue et une occasion de socialiser. Je pensais qu'avec autant de monde autour, ma sœur se concentrerait probablement moins sur moi, ce qui m'a encouragé à accepter l'invitation. J'ai donc décidé d'y aller, mais la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Mon mari a reçu des tâches de travail de dernière minute qui l'ont obligé à travailler tard dans la nuit. Il était déjà stressé et s'est excusé à plusieurs reprises de ne pas pouvoir partir à temps.
Je comprenais que ce genre de choses pouvait arriver, alors je ne lui en ai pas voulu. Lorsqu'il est finalement venu me chercher, nous étions déjà très en retard pour le dîner. Malgré ce retard, j'ai décidé de ne pas annuler, en me disant qu'il valait mieux arriver tard que ne pas venir du tout. En arrivant chez ma sœur, j'ai rapidement remarqué que la plupart des invités avaient déjà fini de dîner et discutaient tranquillement. Même mes parents étaient partis après le repas, car mon père n'aime pas conduire tard le soir. Ma sœur nous a immédiatement reproché notre retard, et même si je comprenais qu'elle soit frustrée, j'ai avancé pour m'excuser au nom de mon mari, qui était visiblement embarrassé par la situation. Elle a dirigé mon mari vers une chaise et lui a apporté une assiette de nourriture, ce qui m'a soulagé. Mais ensuite, elle m'a prise à part et m'a emmené dans la cuisine. Là, elle m'a révélé que, puisque tout le monde s'était déjà servi une deuxième, voire une troisième portion, il ne restait plus de nourriture pour moi. J'ai été surprise par cette révélation, surtout que j'avais très faim, et qu'étant enceinte, j'avais encore plus d'appétit que d'habitude. Je comprenais que notre retard avait causé cet inconvénient, alors j'ai suggéré de simplement commander quelque chose en ligne. De cette façon, je pouvais manger sans causer de problèmes supplémentaires. Elle a hoché la tête et m'a dit qu'elle allait commander quelque chose pour moi, ce qui était gentil de sa part. Mais ensuite, elle m'a dit que, puisque j'étais arrivé si tard et que je n'avais pas aidé tout au long de la soirée, la moindre des choses que je pouvais faire maintenant, c'était de faire la vaisselle. J'ai été choqué par sa demande. J'ai ri et lui ai dit que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse travailler juste parce que j'étais invité à dîner et que j'étais arrivé en retard. Cela me paraissait déraisonnable de m'imposer le nettoyage après ses invités sous prétexte de mon retard. D'une voix basse et furieuse, elle a répondu qu'en tant que sœur, je devais l'aider, surtout qu'elle avait passé toute la journée à cuisiner. Elle a souligné que même notre mère avait aidé à servir les invités pendant le dîner, et que je devrais moi aussi me rendre utile, puisque nous étions de la famille. Hélène a insisté sur le fait que son mari ne l'aidait jamais avec les tâches ménagères, alors elle avait besoin de mon aide. Je lui ai répondu que si elle se sentait débordée, elle n'aurait pas dû inviter autant de monde. Elle a répliqué que je ne pouvais pas comprendre sa situation et que la moindre des choses que je pouvais faire, c'était me taire et l'aider. Puis, dans une remarque blessante, elle m'a dit que maintenant que j'étais enceinte, je n'étais rien d'autre qu'une bonne à tout faire pour mon mari à la maison, alors ce n'était pas grave si j'aidais aussi chez elle. J'étais déjà affamé et émotionnellement vulnérable, et le poids de ses paroles m'a donné les larmes aux yeux. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir bouleversé, alors j'ai rapidement couru vers l'une des chambres et j'ai fermé la porte derrière moi. J'avais besoin d'un espace où je pourrais me ressaisir. Une fois à l'intérieur, j'ai senti mes anciennes crises d'angoisse refaire surface. Cette sensation familière d'étouffement était écrasante. J'avais besoin de ce moment seul pour reprendre le contrôle. Après m'être calmé et avoir réfléchi à la situation, j'étais tellement en colère contre Hélène et ses remarques incessantes que j'ai décidé qu'il était temps qu'elle apprenne une bonne leçon une fois pour toutes. J'ai alors commencé à chercher toutes les photos que j'avais prises de mes anciens journaux intimes. Lorsque j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais emporté mon journal intime avec moi, et au fil des années, j'ai commencé à stocker des photos de celui-ci dans mon email afin de ne jamais en perdre la trace. C'est ainsi que j'ai pu retrouver des images de mes anciennes entrées de journal détaillant toutes les humiliations et les injustices que j'avais subies de la part de ma sœur au fil des années. Ce soir-là, avant que mon mari et moi ne partions, j'ai pris la décision d'envoyer toutes ces photos à mon beau-frère, car il était le seul que ma sœur craignait. Je savais que mes parents se contenteraient de la réprimander pour la façon dont elle me traitait, mais qu'elle ne changerait jamais. Je voulais qu'Hélène ressente une fraction de l'humiliation qu'elle avait, à juste titre, reçue de la part de son mari. J'ai rédigé un message détaillé dans lequel j'expliquais comment Hélène avait toujours été une véritable bourreau envers moi. Dans ce message, je lui ai raconté comment Hélène m'avait invité à dîner juste pour me faire nettoyer après les autres. Mon objectif était de lui donner une image claire du comportement d'Hélène et de l'impact que cela avait eu sur moi. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a provoqué une violente dispute entre mon beau-frère et Hélène. Mon beau-frère n'arrivait pas à croire qu'elle m'ait harcelé pendant des années, et il a même dit à nos parents qu'il voyait désormais Hélène sous un tout autre jour. Ma mère me tient entièrement responsable de leur dispute, estimant que j'ai dépassé les limites en exposant ma sœur, tandis que mon père a choisi de rester neutre. Suis-je la méchante pour avoir dévoilé la vérité sur ma sœur à son mari? Pour ceux qui se posent la question, mon mari est tout aussi furieux contre ma sœur après avoir appris ce qu'elle m'a dit lors de la soirée. Il n'en avait aucune idée, mais après que je lui ai tout raconté, il a décidé d'appeler ma sœur pour lui exprimer sa frustration et lui remettre les pendules à l'heure. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère auparavant, et je suis certaine qu'Hélène a dû être choquée par sa réaction. De plus, il a été très clair, elle doit désormais s'abstenir de faire le moindre commentaire sur notre famille, surtout qu'elle ne connaît pas toute l'histoire. Mise à jour 1. La raison pour laquelle mon beau-frère est si en colère contre Hélène, c'est que sa propre famille l'a toujours perçue comme égoïste et insensible depuis le début de leur mariage.
Hélène a l'habitude de rejeter la faute sur tout le monde sauf elle-même dès qu'il y a un désaccord ou un conflit. Pendant longtemps, mon beau-frère lui a donné le bénéfice du doute, parce qu'il l'aime. Cependant, quand je lui ai partagé mes entrées de journal, cela a été une véritable révélation pour lui. Bien qu'il ait toujours remarqué qu'Hélène et moi n'étions pas très proches, il n'avait jamais eu conscience de notre histoire compliquée. Hélène, bien sûr, ne lui avait jamais dit la vérité. Ce manque de transparence faisait qu'il n'avait vu qu'une version superficielle de notre relation, sans jamais comprendre la profondeur du problème entre nous. En entendant mon point de vue, il a enfin pu combler de nombreuses lacunes et cela a radicalement changé sa perception de ma sœur. Cela n'a fait que confirmer à quel point sa famille avait raison à propos d'Hélène. Lorsque mon beau-frère m'a contacté cette semaine, il m'a tout raconté. Il voulait également entendre mon histoire directement de ma bouche. J'étais plus que disposé à parler, et nous avons eu une conversation très profonde au téléphone. Je lui ai expliqué comment mon psychiatre avait essayé d'aborder ces problèmes avec mes parents, mais qu'ils n'avaient jamais reconnu leur tort jusqu'à ce que je sois sur le point de couper les ponts avec eux après mon départ pour l'université. Au cours de notre conversation, mon beau-frère s'est aussi confié sur ses propres expériences avec Hélène. Il m'a révélé qu'elle le traitait parfois de la même manière, mais qu'il avait toujours mis cela sur le compte de son tempérament. Cela l'a vraiment poussé à reconsidérer toute sa relation avec Hélène. Il craint aussi désormais qu'elle ne se montre tout aussi cruelle envers leur fils lorsqu'il n'est pas là. Mise à jour 2. Tout d'abord, ma sœur m'a naturellement tout reproché et m'a envoyé plusieurs messages désagréables après la soirée, jusqu'à ce que mon mari intervienne et mette fin à cela. Depuis, elle n'a plus essayé de me contacter ni dit un seul mot. Ensuite, ma mère a insisté pour que je présente des excuses et que je dise à mon beau-frère que j'avais exagéré les incidents de mon enfance. J'ai catégoriquement refusé, lui faisant comprendre que si elle continuait à soutenir ma sœur, mon mari et moi couperions les ponts avec elle. Cependant, mon père comprend pourquoi j'ai agi ainsi. Enfin, je ne sais pas quelle décision mon beau-frère prendra concernant sa relation avec Hélène. Au final, mon seul objectif était d'exposer ma sœur et de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas continuer à me rabaisser impunément. Je n'ai absolument aucun regret concernant ce que j'ai fait. Désormais, c'est entièrement à mon beau-frère de décider ce qui est le mieux pour son avenir. Mise à jour 3. Le divorce entre Hélène et mon beau-frère est en cours. Ce n'est pas seulement parce que ma sœur a toujours été ainsi, mais aussi parce que les soupçons de mon beau-frère concernant mon neveu se sont révélés vrais. Mon neveu a environ 4 ans maintenant, donc il ne disait rien avant, mais mon beau-frère a discuté avec lui, et il pense qu'Hélène l'a traité de la même manière. Par exemple, il a dit que sa mère ne lui permettait pas de regarder la télévision et qu'il devait rester enfermé dans sa chambre. Selon mon beau-frère, ces choses se produisaient lorsqu'il n'était pas à la maison, lorsqu'il rentrait tard du travail ou devait s'absenter. Quand il était présent, il n'avait rien remarqué de majeur, à part quelques détails. Cependant, il m'a confié qu'elle criait parfois sur leur fils pour des choses insignifiantes, comme lorsqu'il avait laissé tomber une cuillère par terre alors qu'il n'avait que 2 ou 3 ans. Ce que je trouve horrible, car nous savons tous que les enfants n'ont pas encore une coordination parfaitement développée à cet âge. Donc, ils divorcent, et mon beau-frère envisage de demander la garde exclusive. Ils vivent encore dans la même maison, mais il a organisé la présence de sa sœur ou de sa mère à chaque fois qu'il doit s'absenter, afin que son fils ne soit jamais seul avec Hélène. Ma mère n'arrête pas de me harceler pour que je répare les choses pour ma sœur, pour que je dise à mon beau-frère qu'il exagère tout. Mais je ne pense pas que cela changerait quoi que ce soit à ce stade. Trop de choses ont été révélées. Même si je prétendais que mes entrées de journal n'étaient que des exagérations enfantines, ce qu'elles n'étaient pas, mon beau-frère a déjà commencé à remarquer certains schémas et à analyser les situations passées sous un nouvel angle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bloqué ma mère, donc elle ne peut plus me dire quoi que ce soit. Mon père, en revanche, c'est différent, il est resté en dehors de tout ça. Il ne s'est pas rangé du côté de ma sœur, mais il ne m'a pas soutenu non plus. Mise à jour 4. J'ai attendu tout ce temps parce que je voulais voir l'issue du divorce de ma sœur. Cela fait plus d'1 an maintenant, mais j'ai enfin le verdict final. Je pensais qu'il serait plus intéressant d'attendre la conclusion plutôt que de faire de petites mises à jour en cours de route. Comme je l'avais mentionné, mon beau-frère a demandé la garde exclusive de leur fils, et heureusement, il a obtenu gain de cause. Je dis heureusement non seulement parce que je ne m'entends pas avec ma sœur, mais aussi pour la sécurité de mon neveu, car certaines révélations ont été faites au cours du procès. Un psychologue a parlé avec lui, et ils ont découvert plus de détails sur la façon dont ma sœur le traitait. Par exemple, le fait de l'enfermer dans sa chambre pendant des heures. Il a également été révélé qu'à au moins 2 reprises, elle l'avait frappé. Ce n'étaient pas des blessures graves, sinon mon ex-beau-frère l'aurait remarqué, mais mon neveu a pu décrire des coups sur la tête et d'autres parties de son corps. C'est une question délicate, car je sais que parfois, les enfants peuvent imaginer des choses, mais avec ma sœur, je ne serais surprise de rien. De plus,
La nounou qui s'occupait de mon neveu lorsqu'Hélène et mon ex-beau-frère étaient au travail a également témoigné. Plus précisément, elle a évoqué les moments où Hélène rentrait plus tôt que prévu. Elle a rapporté plusieurs incidents où Hélène était devenue extrêmement agressive, criant sur son fils. Cela n'a jamais été physique, mais il y avait des insultes et des humiliations verbales. La nounou n'avait jamais rien dit à mon ex-beau-frère avant, car elle avait peur de ma sœur, qui l'avait même menacée, ce que je trouve ignoble. Quoi qu'il en soit, mon ex-beau-frère a maintenant la garde de leur fils, et ma sœur n'a droit qu'à des visites supervisées. Le bon côté des choses, c'est que pendant tout ce processus, ma sœur n'a pas cherché à me contacter. Elle aurait pu, comme ma mère l'a fait, mais elle n'a probablement pas vu l'intérêt. Ma mère, elle, n'a cessé d'essayer de me faire revenir sur mes déclarations, mais elle a fini par abandonner. Et mon père, rien. Il est resté en dehors de toute cette affaire. Nous n'avons d'ailleurs plus vraiment de relation, car même s'il ne m'a pas harcelé comme ma mère, il n'a rien fait non plus pour l'arrêter. Voilà le résumé de ce qui s'est passé récemment dans mon histoire.